Et bonjour, bonjour. Alors là, c'est Cyril le monteur qui vous parle. Vous allez m'entendre sur, on va dire, 7 minutes, vous introduire le nouveau format du podcast. Donc, si vous êtes déjà au courant, je vous invite tout de suite à avancer. Alors, si vous avez une application qui gère le chapitrage, normalement, vous verrez le timecode pour aller directement au début de l'épisode. Et si vous êtes au courant de rien et que vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Je vous laisse écouter. Et puis pour moi, je vous dis salut et je retourne sur mon banc de montage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais vous aidera à y réfléchir. Une formule enrichie avec plus de moi, plus de vous et toujours des citations d'auteurs, refuge définitif assumé de mon ignorance. D'ailleurs, je vais peut-être modifier un peu l'accroche, comme je vous l'ai annoncé sur Instagram dans une vidéo où certains et certaines auront pu constater mon absence totale de charisme quand j'ai le soleil en pleine tronche. Bon, en même temps, je pense que tous face au soleil, on a une tronche de tête un peu écrasée. Et pourquoi? C'est surtout une bonne excuse pour moi de partager avec vous les questions que je me pose, que vous vous posez aussi peut-être, et auxquelles j'ai bien envie qu'on réfléchisse ensemble. Alors, pour ça, il va y avoir quelques modifications. Je vais essayer d'avoir un ton moins conférencier, moins je vous explique. Je vais progressivement assumer au micro les hésitations, les pauses, histoire de vous donner l'impression que je suis dans votre canapé, quoi. C'est en train de me faire une petite menthe poivrée. Alors, pour ceux qui n'ont pas la rêve de la menthe poivrée, je vous invite à écouter un des épisodes précédents dans lequel j'introduisais cette idée-là. Si tout se passe bien, comme je l'imagine, une des grandes nouveautés, et je l'annonce uniquement dans le but de me mettre la pression à moi, c'est que j'aurai des invités. Alors, certains récurrents, d'autres plus occasionnels. Et comme personne ne me connaît, ce seront aussi des inconnus. Pourquoi? Parce que je vais devoir attendre un petit peu que vous fassiez monter mon nombre d'abonnés pour être crédible auprès des auditeurs. Et parmi ces auditeurs, peut-être des gens un peu plus connus. À mon micro, en tout cas, tout le monde pourra gagner à être connu, puisque vous serez tous amenés à les entendre, ou à rester inconnus. Peut-être aussi mon destin. L'important, c'est d'échanger, de papoter, de réfléchir moins seul. Autre mini-révolution, la durée des épisodes et leur découpage. Bon, les chiffres ont parlé, je vous perds parfois en cours de route. Je vais donc garder nos 2 rendez-vous mensuels, mais avec parfois 2 sujets différents pour éviter de vous épuiser. Entre 2 épisodes, je serai plus présent sur le compte Instagram Et pourquoi le podcast, que je vous invite d'ailleurs tout de suite à aller trouver, c'est pas compliqué, et à vous abonner. Ce sera une sorte de journal de bord où je partagerai mes idées, mes névroses, mes humours, mes humeurs, pardon, et oui aussi il y aura un petit peu d'humour, enfin en tout cas je vais essayer, je garantis rien. Bon, attention, pareil, pas de promesse sur un réel par jour. Je vais essayer, mais sincèrement, c'est un médium pour moi qui est très particulier. Ça, c'est mon côté boomer. J'y arrive pas. Voilà. Donc, jusqu'au moment où j'aurai les moyens de m'embaucher un ou une community manager qui gère 10 fois mieux ça, je ferai de mon mieux, mais voilà, pas de promesse. Et puis parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que la vidéo que je vous ai faite la dernière fois, elle a cartonné. Enfin, elle a cartonné à mon échelle, mais elle a cartonné. Ce qui prouve bien que Instagram reste un énorme levier de croissance pour le podcast. Je sais qu'aujourd'hui, quand on dit podcast, on pense spontanément à des vidéos sur YouTube, sur Instagram, et dont la bande-son est ensuite extraite pour être diffusée sur des plateformes d'écoute pures comme Spotify, Deezer et Apple Podcast et d'autres. Aujourd'hui, effectivement, le podcast n'est que audio. Mon objectif à moyen long terme est que ça devienne aussi vidéo. Aujourd'hui, concrètement, je ne vais pas vous mentir, si je vous mets une caméra, vous allez voir ma bibliothèque qui est derrière moi, que j'ai achetée il y a moins d'un mois et qui n'est pas encore remplie. Et vous verrez que ma pièce est extrêmement vide parce qu'elle n'est pas encore totalement meublée pour avoir un setup assez sexy. Et comme la qualité du son que vous pouvez entendre est, je pense, de plutôt bonne qualité,
j'ai aussi envie de vous offrir une vidéo qui sera de bonne qualité. Donc, je ne vais pas non plus passer du coq à l'âne. Il y aura des étapes intermédiaires. Mais là, concrètement, là, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être triste à voir. Donc, je préfère encore attendre un tout petit peu. Ensuite, autre point qui était à l'origine du podcast et que je tiens encore à maintenir, mais que je mets encore dans la balance des réflexions. Les playlists ou les bandes-sons. Vous le savez, dans chaque épisode, ou vous le savez peut-être pas, chaque épisode est accompagné d'une playlist. C'est la bande-son qui m'a accompagné pendant la création de l'épisode. On la trouve pour le moment uniquement sur Spotify. On m'a fait remarquer à juste titre, et je le savais déjà, que tout le monde n'est pas sur Spotify, donc ça limite certains et certaines d'entre vous pour pouvoir écouter la playlist. Maintenant, la vraie question, c'est la pertinence de celle-ci. Pour le coup, j'ai 0 statistique sur les playlists, donc je ne sais pas si vous les écoutez. Je sais en tout cas que certaines personnes ne savaient même pas qu'il y avait des playlists associées parce que le lien est inscrit dans les commentaires de chaque épisode. Donc, à vous de me dire si c'est pertinent, si ça ne l'est pas, si peut-être un autre moyen pour diffuser ces playlists, pour le coup, de façon beaucoup plus large. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'écoute vraiment beaucoup de musique. Et l'idée de faire partager certains morceaux que j'ai découverts, alors vous les connaissez peut-être déjà, mais moi je les ai découverts, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Et si je peux le faire à travers ce podcast, c'est cool. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous avez mon Insta, et pourquoi le podcast, vous m'envoyez un DM. Et puis à ce moment-là, écoutez, comme d'hab, hein, comme ce que je disais plus tôt, on réfléchit ensemble. Bon voilà, il fallait que je vous dise tout ça parce que vous n'avez pas forcément tous et toutes été au courant de l'évolution du podcast. J'avais fait une vidéo sur le compte Instagram et pourquoi le podcast, où je vous invite à nouveau à vous abonner et mettre toutes les petites notifications qui vont bien pour avoir les news. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être bombardé de mon visage et de messages et de mes névroses à longueur de journée ou d'heure, parce que je ne suis pas encore un acharné d'Instagram, mais il faut que je m'y applique davantage. Donc au moins, vous êtes au courant aussi pour vous, auditeurs, qui n'êtes pas passés par Instagram. Maintenant, je vous remercie encore 1000 fois pour tout ça. Je vous laisse avec la suite de l'épisode et je vous souhaite une excellente journée. Impossible de mieux démarrer ce nouveau format avec le thème de l'amitié, puisque je serai rejoint un peu plus tard dans l'épisode par un ami, Nicolas. À l'origine, quand j'ai inscrit l'amitié sur ma liste de sujets à explorer, je m'étais dit, tous les auteurs semblent d'accord sur ce que c'est, ça va être compliqué. Parce que voilà, avant d'écrire ces lignes, grande révélation, j'aurais pu vous dire, je n'ai pas d'amis et depuis que je l'ai compris, ça va beaucoup mieux. Je vais me permettre d'être un peu provocateur en formulant la question de cet épisode ainsi, et pourquoi cherchons-nous tous l'amitié parfaite alors qu'elle n'existe pas ? C'est la question à laquelle je ne vais pas répondre, mais que je vous propose d'explorer ensemble. On va taper directement dans le dur. Mes différentes expériences d'amitié ont été jalonnées d'échecs. L'une des premières marquantes remonte au collège. J'avais un ami très populaire, sportif, apprécié par tout le monde, bref. À ses côtés, je me sentais en confiance et dans mon référentiel d'enfant, il avait toutes les caractéristiques d'un ami. Mais au moment où j'ai subi du harcèlement scolaire, il est resté silencieux. Avec le recul, j'aurais pu anticiper cette mise à l'écart, mais à l'époque, j'étais davantage concentré sur ma survie quotidienne que sur l'analyse fine des comportements qu'il pouvait avoir et qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille. Le lycée, c'était pareil. De nouvelles amitiés, des bons moments, puis une sexualité assumée plus tard et les amis deviennent, faute d'éducation, les perroquets d'une homophobie qui ne dit pas son nom. À force, j'ai fini par intégrer l'idée que l'amitié était éphémère. Il existe beaucoup de littérature sur l'amitié, mais étonnamment peu de travaux récents. Pour cet épisode, je me suis principalement appuyé sur Claire Bidart, sociologue, autrice de L'amitié, un lien social, édité en 1997, et sur l'ouvrage de Geoffrey de Laganerie avec 3 aspirations au dehors, et dont le bandeau de l'éditeur écrit Éloge de l'amitié, qui lui a été publié en 2023. D'ailleurs, ce dernier, aussi prometteur que récent, semble tout indiquer pour les minutes qu'on va passer ensemble. Pourtant,
Je vais le mettre de côté pour l'instant, puisqu'en fait, ça va être le point de départ de la conversation que je vais avoir avec Nicolas plus tard. Il faut dire que je lui ai laissé une bonne dizaine de messages vocaux, tant ce livre m'a fait réfléchir, et vous verrez plus tard si c'est positivement ou négativement. J'exclus aussi volontairement, même si c'est passionnant, les réflexions des auteurs classiques, en tête Montaigne avec son essai De l'amitié, que je vais quand même citer dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. C'est le moment que vous attendez toutes et tous, c'est le moment Stéphane Bern, petite histoire de l'amitié. Dans l'Antiquité, à Athènes, au IVe siècle avant notre ère, l'amitié est une vertu. Aristote la classe en 3 catégories, par intérêt, par plaisir et vertueuse. Évidemment, la plus noble. À Rome, même ambiance. Cicéron la célèbre comme pilier de la République, lien sacré entre hommes d'honneur. L'amitié antique, c'est un outil de prestige. Au Moyen-Âge, adieu les philosophes en toge, bonjour les chevaliers en armure. L'amitié se construit sur des serments de fidélité, des pactes d'honneur, des alliances féodales. On jure loyauté et protection. L'amitié devient devoir, un rouage du système. À la Renaissance, on redécouvre les textes antiques, on célèbre l'humain dans toute sa complexité. L'amitié devient un espace d'échange intellectuel et émotionnel. Montaigne, dans ses essais, je vous avais dit que je vous en reparlerai, nous offre une des plus belles déclarations d'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Une amitié libre, sincère, affranchie de toute contrainte sociale. Puis viennent les Lumières. L'amitié devient un art de vivre. On choisit ses amis pour leur esprit, leur raffinement, leur sensibilité. L'amitié devient tendre, sentimentale, parfois plus intense que l'amour. Elle est utopique et s'oppose à une société de l'époque jugée fade et contraignante. Aujourd'hui, l'amitié semble plus libre que jamais. Elle naît partout, s'épanouit et s'éteint au gré des rencontres. Elle se tisse hors des cadres, mais justement, concernant ce hors-cadre, Claire Bidart met en garde contre une vision très contemporaine de l'amitié qui se voudrait en dehors des institutions comme le mariage ou la famille, en dehors ou en opposition. Elle s'appuie sur les historiens qui eux-mêmes disent qu'il faut être vigilant sur ce genre de nouveaux discours. Quoi qu'il en soit, chaque épisode a posé sa brique dans la construction de l'amitié moderne. Claire Bidart d'ailleurs souligne que notre vision actuelle, c'est un peu un patchwork d'influences du passé. Elle identifie ainsi 4 grands axes qui ressortent de nombreux entretiens qu'elle a pu mener. Le premier, ce qu'elle appelle le scénario du pire. En résumé, l'ami, c'est la personne que j'appelle en cas d'urgence, avec qui j'ai confiance. La confidence, toute la partie, les secrets, l'absence de jugement. Et enfin, le troisième pilier qui est la présence, le fait que l'ami peut être là, même à 2h du matin, pour vous entendre pleurer. Et elle précise que ces critères ne sont ni exclusifs ni fixes. Et d'ailleurs, leur importance varie selon les individus. Voilà, fin de l'épisode. Je n'ai sans doute pas répondu à la question, mais je vous ai peut-être aidé à y réfléchir. À bientôt, merci. Mais bien sûr que non, je plaisante. Vous doutez bien que c'est pas parce que je vous ai dit que mes épisodes allaient être plus courts que tout de suite on passe de 40 minutes à 5 minutes. Non, vous doutez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Le truc, c'est que, comment dire, on ne peut pas faire de ces 4 critères la définition de l'amitié. Pourtant, dans les films, les séries, les réseaux, l'amitié pure, le vrai, le parfait, ça sonne plutôt bien. Depuis ma dernière tentative échouée de groupe de potes, et jusqu'à la lecture de ces 2 livres, j'étais vraiment campé sur cette position « je n'ai pas d'amis ». Et franchement, ça m'allait très bien. J'y trouvais vraiment un apaisement. J'avais arrêté de courir après un fantasme que tout le monde décrivait comme essentiel, utile et scientifiquement bénéfique. Je vous fais grâce, pourtant je sais que c'était un peu plus présent dans l'ancienne formule, mais je vous fais grâce des études scientifiques qui montrent qu'effectivement les relations amicales sont bénéfiques pour la santé et évidemment et surtout pour la santé mentale et donc par ricochet la santé physique. Et toujours donc dans cette idée de ne pas avoir d'amis, je repoussais poliment et pédagogiquement ceux qui tentaient de devenir amis avec moi. Il y a un aspect dans l'amitié que je veux aborder, parce qu'il est souvent pointé comme un défaut, l'intérêt. Oui, certaines personnes, je ne les nommerai pas, m'ont reproché d'avoir des amitiés par intérêt. Eh bien, à vous qui m'écoutez, vous avez raison.
Et j'irai même plus loin, aujourd'hui encore, mes amitiés sont intéressées. Et à toi, oui à toi qui me juges dans tes écouteurs, laisse-moi t'expliquer. Déjà, mettons-nous tous d'accord, la plupart de nos amitiés naissent d'un contexte, un lieu, un événement, un travail, un trait de caractère partagé. Ensuite, et je ne sais pas vous, c'est peut-être qu'à moi que ça le fait, mais lorsque je rencontre une personne, je ne suis pas à la recherche de mon double. Lorsque vient le moment d'approfondir la relation, ce qui m'attire, ce sont bien sûr les points communs, mais aussi et surtout les points non communs. Tous ces petits éléments qui font de l'autre une personne à part entière et qui provoquent de l'intérêt et de la curiosité. Et ce qu'il y a de plus passionnant dans ce processus, c'est cet inconnu social qui se met en marche. Ce moment où individualité et points communs se rencontrent. Nous avons tous, j'en suis sûr, des exemples dans nos amitiés de moments où un point de vue différent nous a permis de voir les choses sous un autre angle. Et je vous laisse puiser dans vos propres souvenirs pour trouver des exemples de sujets, de lieux, de situations où l'ami a enrichi votre propre perception. Je crois qu'il y a, entre autres, dans l'amitié, un accord silencieux d'intérêt mutuel qui crée un équilibre. Et quand cet équilibre se casse, parfois, c'est la fin. Et croyez-moi, en ce qui concerne la fin des amitiés, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Bon, évidemment, il existe tout un tas d'autres raisons de rupture amicale. Si votre ami a couché avec votre mec ou votre nana, là, fatalement, on ne va pas intellectualiser la situation. Claire Bidard écrit « Les personnes vivent plusieurs amitiés. C'est aussi, sans doute, une façon de combiner les diverses facettes de notre identité. » Nos identités évoluent et donc, logiquement, nos amitiés aussi. Qu'il s'agisse d'une définition utopique ou d'une construction sociale, après mes recherches, j'ai pris le parti de ne plus chercher à définir l'amitié. Dès lors, toutes les personnes avec qui je partage des points communs, des moments de plaisir et d'échange sont considérées comme des amis. Fini la hiérarchisation et l'étiquetage complexe entre amis, potes, copains, collègues, et franchement, il y en a 1000 autres, mais je ne les ai pas comptés. Enfin si, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai fait une petite recherche. La langue française fait partie du top 3 des langues qui comptent le plus de variations de mots pour qualifier l'amitié. J'en tire aucune conclusion, mais bon, ça rend un peu plus complexe le truc. Donc, toutes ces amitiés sont différentes et j'y retrouve en chacun des aspects de l'amitié que nous avons détaillés plus tôt. Et si l'un manque à l'appel, sur un des nombreux critères que couvre le spectre de l'amitié, ce n'est pas grave, il sera présent chez un autre. Au lieu de chercher la perfection chez un petit nombre, je choisis l'imperfection chez un grand nombre. Celle-là, d'ailleurs, il va falloir que je la note quelque part parce qu'elle est plutôt assez jolie. Je ne sais pas si ce sera dans mes essais, mais il faut que j'y pense. Un dernier exemple pour la route, pour illustrer l'abolition de la hiérarchie amicale et qui pioche dans une nouvelle forme d'amitié qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Je me suis mis à jouer à un jeu en ligne dans lequel, vu mon niveau de jeu, le travail d'équipe est juste vital. Parce que seule, ma durée de vie est de à peu près 3-4 minutes. C'est un ami rencontré d'ailleurs dans le cadre du travail qui m'a convaincu de le rejoindre dans cet univers virtuel. Et c'est dans ce contexte donc de ce jeu virtuel avec d'autres amis que j'ai fait la connaissance de celui que j'appellerais par son pseudo Maître Bane. Au départ, nos échanges étaient purement fonctionnels. Assurer notre survie dans un univers hostile. Puis, au fil des parties, nous avons commencé à discuter de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'univers virtuel dans lequel nous évoluions. Jusqu'à une soirée où je me souviens, c'est un peu le point de bascule, où après avoir quitté le jeu, en fait, on est resté sur l'écran de titre de notre console et on a discuté pendant 1 heure. Alors, certains diront « Ouais, mais c'est du virtuel ». Et moi, je vous réponds, ouais, mais pour moi, Maître Bane est bien réel. Sincèrement, je le connais, je connais son prénom, je sais qu'il a une famille, je sais à peu près où il habite, je dis à peu près parce que ma géographie est pas très bonne, je connais son métier, je connais ses préoccupations dans son métier. Bref, nous échangeons comme des amis.
Donc, si j'applique quelques critères de l'amitié à notre lien, la confiance, la confidence, la présence, alors vous allez me dire encore une fois pour la présence, oui, mais c'est du virtuel. Bah, oui et non, c'est du virtuel, mais le fait est que on a nos petits rendez-vous. Enfin, c'est comme les anciens quand ils se donnaient rendez-vous à un bar pour discuter, au PMU du coin le matin avec un café pour refaire le monde. C'est de la présence. Donc tout y est. Vous transposez tout ça dans un autre cadre que celui du jeu vidéo, et franchement, personne ne remettrait en cause la légitimité de ce lien. Après, comme le souligne Claire Bidard, il y a dans l'amitié la confirmation de l'adage « qui se ressemble s'assemble ». Et les sociologues n'ont pas de peine à démontrer que les environnements sociaux, culturels et professionnels sont des déterminants à l'amitié. Et oui, si je n'avais pas joué à ce jeu, on ne se serait jamais rencontrés. Mais contrairement à certains discours ambiants sur le jeu vidéo, peut-être que celui-ci est en train, doucement, de faire exploser certains cadres et de créer de nouvelles formes d'amitié. Car après tout, au même titre qu'une soirée, qu'un lieu de travail, le jeu vidéo en ligne est aussi un lieu de rencontre. Avant de conclure, je tiens à préciser qu'il existe un chapitre dédié à ceux et celles qui ont trouvé leur équilibre par l'absence d'amitié. La sociologue l'explore en 2 pages sans réellement l'analyser. Elle en conclut simplement que vivre sans amis peut ne pas être vécu comme un malheur et qu'il faut donc relativiser cette image toute faite. Alors, à ceux et celles qui n'ont pas d'amis, vous n'êtes pas seuls et ça n'est pas grave. Et de mon expérience, comme les amitiés qui viennent et repartent, l'absence d'amitié peut être là et repartir. Que ce soit un état passager ou définitif, c'est OK. Pour ma part, et à ma grande surprise, avoir lu des analyses sociologiques sur l'amitié, l'avoir définie avec autant de précision, m'a convaincu qu'il y a dans l'amitié un flou humain et social qui lui va bien. D'ailleurs, l'autrice, dans sa conclusion, écrit « L'amitié prend une partie de son sens dans un oubli des contraintes sociales. Cet oubli est favorisé, entretenu par une mise à distance des rôles sociaux. » Et je compléterai en disant que vouloir la l'amitié à sa forme la plus utopique serait tout aussi réducteur. J'aime cette idée. Si 2 personnes s'entendent comme les 2 doigts de la main, alors leur amitié se dessine en creux. Si la peau est un mélange de nos idéaux et nos contraintes sociales, alors les amitiés sont ces lignes imprécises, discontinues, abîmées, qu'on lit dans la paume de nos mains. Et là, je lâche mon micro. Et voilà, ceci est la fin de la première partie. Spécialement, avec ce nouveau format, figurez-vous que la conversation que j'ai eue avec Nicolas a été tellement longue qu'elle sera découpée en 2 parties. Donc ce mois-ci, vous ne retrouverez pas non pas 1, non pas 2, mais 3 épisodes sur l'amitié. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.